Bien, bonjour. Je vous propose de voir aujourd'hui, dans la question de la conduite de l'entretien, l'aspect plus spécifique de la conduite de l'entretien pour la recherche des éléments en faveur d'un diagnostic de dépression. Alors, bien évidemment, nous sommes dans la partie comment faire et nous sommes dans la partie conduite de l'entretien. Donc, je vous rappelle les déroulements en 5 parties: introduction, ouverture, clôture et fin. Et là, nous sommes dans le corps de l'entretien, la partie centrale, qui, en fonction des plaintes et des besoins, va concerner différents aspects de la sémiologie ou de la psychothérapie en psychiatrie. Nous allons donc là aujourd'hui nous concentrer sur la question des éléments dépressifs. J'ai mis bien évidemment ce que je pense être le manuel de référence pour apprendre à conduire un entretien psychiatrique ici en diapositive. Alors, la première chose, c'est bien évidemment, si on veut parler de troubles dépressifs, il faut se référer à un système diagnostique. On ne peut pas y couper, c'est comme ça en médecine et en psychiatrie. J'ai pris ici ce qui est actuellement les critères de l'épisode dépressif caractérisé dans le DSM-5, et vous verrez que les critères de la CIM-11 sont assez proches. Dans ces critères, il y a des éléments très importants. Donc, il faut au moins 5 symptômes pour pouvoir porter le diagnostic d'état dépressif caractérisé. Ces 5 symptômes doivent être présents pendant une durée d'au moins 2 semaines, de façon permanente, et ils doivent représenter un changement majeur et important par rapport au fonctionnement antérieur. Ça, c'est un élément très important. C'est que ces symptômes doivent aussi entraîner une souffrance, un handicap et des perturbations dans le fonctionnement quotidien. Deuxième élément, il faut qu'il y ait parmi ces 5 symptômes minimaux au moins un des symptômes suivants, qui est soit l'humeur dépressive, soit la perte d'intérêt ou de plaisir. Si c'est l'un ou l'autre de ces 2 symptômes, donc humeur dépressive ou perte d'intérêt et de plaisir sont absents, et là il est impossible d'évoquer ou de porter le diagnostic d'état dépressif caractérisé. C'est probablement soit un autre trouble, soit d'autres plaintes qu'il faut prendre en compte. Je le répète ici, on reverra, il faut surtout faire très attention que ces symptômes et ces plaintes ne soient pas en accord ou liés à un trouble ou une affection médicale. Donc c'est toute la question de, avant de poser un diagnostic psychiatrique, il faut éliminer un trouble somatique. La psychiatrie et la médecine sont comme les 2 doigts de la main. Et enfin, point C, hein, donc le point B, c'est l'altération du fonctionnement social professionnel, très important à prendre en compte pour porter le diagnostic. Hein. Si cette altération n'existe pas, et ben, le diagnostic doit être remis en cause et en tout cas discuté. Et point C, les affections médicales et aussi la question des substances. Là, c'est une question très importante. Quand on a des manifestations psychologiques lors d'un syndrome de sevrage de substance, la question principale reste les manifestations de sevrage avant de parler d'un trouble psychiatrique. Alors, quels sont les symptômes et manifestations permettant d'apporter un diagnostic d'épisode dépressif caractérisé? Ici, j'ai repris l'exemple du DSM-5, donc l'humeur dépressive, elle doit être présente toute la journée, tous les jours, signalée par la personne et son entourage. La diminution des intérêts ou du plaisir, puis ensuite un certain nombre d'autres symptômes, 6 autres, les perturbations du poids, les perturbations du sommeil, les troubles de la motricité, agitation ou ralentissement psychomoteur, la fatigue ou la perte d'énergie, le sentiment de dévalorisation de culpabilité, ce qu'on pourrait appeler la diminution des facultés cognitives, la diminution de l'aptitude à penser, à se concentrer, à la décision, et bien évidemment les idées de mort ou idées suicidaires. Donc vous voyez, ça c'est la liste des 9 symptômes qui ne sont pas donc systématiquement présents chez chacun des sujets. Je répète, 1 et 2, humeur dépressive et diminution marquée, ou l'un ou l'autre présent de façon indispensable, et au moins 5 des 9 symptômes pour porter le diagnostic d'épisode dépressif caractérisé. Pourquoi c'est important? Parce qu'à partir du moment où on pose un diagnostic d'épisode dépressif caractérisé, eh bien, il y a une nécessité de mettre en place des stratégies thérapeutiques et d'aide, qui ne sont pas d'ailleurs systématiquement médicamenteuses, loin de là, pour aider la personne à sortir de l'épisode dépressif, dont le risque principal reste quand même malgré tout le risque suicidaire. Alors, ces épisodes
une fois qu'on a fait le diagnostic, eh ben, on peut le caractériser en fonction de sa gravité. On peut soit avoir affaire à un épisode dépressif caractérisé de gravité légère ou léger, donc qui présente au moins 5 symptômes et avec un retentissement léger sur le fonctionnement. À l'extrême, on va avoir un épisode dépressif caractérisé sévère qui aura plus de 7 symptômes, avec une intensité des symptômes très importante et un dysfonctionnement dans la majorité des domaines de la vie sociale et ou personnelle. Et au milieu, on aura un état dépressif modéré. Pour cette distinction est importante, ça définira les stratégies de soins proposées. Par exemple, dans les épisodes dépressifs caractérisés sévères, eh bien, on aura plus recours à des soins pharmacologiques, biologiques, alors que dans les états dépressifs légers, il y a très souvent une équivalence des différentes stratégies de soins, et donc on pourra plus facilement discuter les choix des patients. La liste de ces symptômes est très importante car elle permet de caractériser l'épisode et puis aussi, lorsqu'ils ont tous disparu, de pouvoir avoir une idée de la rémission, voire la guérison de l'état dépressif. Alors, je insiste, mais je crois que c'est très important, de très nombreux troubles psychiatriques et somatiques peuvent se manifester sous la forme d'un état dépressif ou de manifestation dépressive. Les substances médicamenteuses, il y en a toute une liste ici, hein, l'alcool en premier, la cocaïne, les stéroïdes, puis plein de médicaments qu'on retrouve en médecine, comme certains antidépresseurs, des bêta-bloquants. Enfin, vous verrez tout ça dans le cours sur l'état dépressif. De nombreuses maladies somatiques, comme les maladies endocriniennes, l'hypothyroïdie, Cushing, insuffisance rénale, les problèmes parathyroïdiens, des cancers, le diabète, des troubles cardiaques, le syndrome parkinsonien. Enfin, là encore, il est très important de pouvoir éliminer un trouble ou une manifestation de sevrage à des substances ou des médicaments. Alors, comment on fait en pratique pour porter un diagnostic d'état dépressif caractérisé avec précision? Alors, il y a plusieurs façons de procéder. La façon la plus académique, c'est d'avoir recours à un entretien structuré, comme il y en a plusieurs. Les principaux, c'est la SCID et la MINI. Je vais en donner un exemple après pour montrer ce que c'est. Ces entretiens structurés, ils ont un certain nombre de caractéristiques et d'avantages. D'abord, ils sont utiles pour apprendre, car ils permettent de répéter les gaps, de bien structurer ses idées. Ils sont très utiles en recherche et ils sont aussi utiles pour les états d'expertise où on a besoin d'avoir un diagnostic en accord avec des références internationales. Dans la pratique clinique habituelle, lorsqu'on est un peu plus expérimenté et qu'on a plus de bouteilles, et bien effectivement, on va progressivement se détacher, même sans totalement oublier la structure de l'entretien type SCID ou MINI, et on va pouvoir, grâce à l'apprentissage et l'expérience, utiliser au cours d'un entretien un certain nombre de méthodes pour arriver au diagnostic de dépression qui, de toute façon, devront, ces méthodes, toujours explorer l'ensemble des manifestations et des signes permettant le diagnostic d'état dépressif caractérisé. Alors voilà la MINI, ça c'est une façon de faire un entretien structuré. Vous voyez, la liberté de l'entretien est faible, mais elle permet de structurer les choses. Les deux premiers éléments qui sont au cours des 2 dernières semaines, vous sentez triste, cafardeux, déprimé, là c'est pour évaluer l'humeur triste. Et si vous répondez non à la A1 et non à la A2, eh bien, vous n'avez pas d'état dépressif caractérisé. Et si vous répondez oui à A1 ou A2, ben, vous avez une suspicion d'état dépressif caractérisé. A2, c'est avez-vous au cours des 2 dernières semaines, presque tout le temps, le sentiment d'avoir presque plus de goût à rien, perdu le plaisir ou l'intérêt. Une fois que vous avez coché oui à A1 ou A2, eh bien, effectivement, vous passez à une partie qu'on appelle A3, où vous allez ensuite voir la liste des autres symptômes de l'état dépressif, qui renvoient à l'appétit, au sommeil, au ralentissement, à la fatigue, au sentiment de culpabilité, aux plaintes cognitives et aux idées de suicide. Là, vous allez ensuite en faire la liste, et vous allez répertorier le nombre de symptômes qui cochent oui, et une fois que vous aurez eu au moins 5 symptômes qui ont coché oui, vous aurez un épisode dépressif caractérisé, et puis vous pourrez aussi
explorer ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire dépassant les 2 dernières semaines et au cours de la vie pour savoir si dans le passé de la personne on a un épisode dépressif caractérisé. Voici la méthode qui est par exemple celle employée dans l'entretien structuré du mini où on apprend à poser des questions presque mot à mot. C'est un bon exercice d'apprentissage car ça permet de ne pas oublier aucun des éléments symptomatiques permettant un diagnostic. Alors, dans la pratique clinique quotidienne, je pense qu'il faut garder en tête c'est soit la liste des symptômes, soit les voir de la façon suivante. Et il y a bien évidemment les 2 symptômes fondamentaux. Des symptômes qu'on pourrait regrouper autour de la sphère émotionnelle, à type sentiment d'inutilité, de culpabilité, de suicide. Des manifestations qui sont plutôt les fonctions neurovégétatives, la fatigue, les troubles du sommeil, l'appétit, la libido. Et puis les symptômes qui seraient plutôt neurocognitifs, les troubles de la concentration, de l'attention et du ralentissement. Ce sont des groupes qui permettent d'aborder certains sujets, à mon avis. Et moi, personnellement, c'est une aide pour explorer l'ensemble des signes et des manifestations de l'état dépressif caractérisé. Alors, comment faire une fois qu'on est un peu entraîné et qu'on a dépassé le stade de l'appréhension et des apprentissages à partir d'entretiens structurés? Bien sûr, on est là vraiment après l'ouverture et l'introduction. Et habituellement, il est bon, dans cette phase numéro 3 du corps de l'entretien, de commencer par la plainte principale du patient, qui est le plus souvent la fatigue, le sommeil et parfois l'anéronie, mais en général, ce sont surtout fatigue et sommeil qui sont les plaintes les plus souvent avancées dans un cabinet. On peut amorcer les choses de la façon suivante. Concentrons-nous un instant rien que sur ces 2 dernières semaines et au cours de cette période, si vous voulez bien, qu'en est-il par exemple de votre énergie si on veut explorer la fatigue et la plainte et la fatigue? Il est bien absolument nécessaire non seulement d'explorer les plaintes, d'explorer ce qui perturbe psychologiquement la personne, mais aussi d'évaluer son retentissement, le retentissement de ses manifestations sur la vie quotidienne, comme on pourrait dire comment cela retentissait-il sur vos activités, sur vos journées et sur vos relations. Alors, 2 autres éléments à prendre en compte. L'approfondissement, la partie 3 de l'entretien, elle doit toujours être renforcée par l'engagement. Elle doit renforcer l'engagement, pardon. Je vous renvoie aux techniques d'entretien indispensables. Il faut toujours utiliser des formules d'empathie à la fois verbales et physiques. On dirait que vous vivez des moments difficiles. Des techniques facilitatrices ouvertes. Pouvez-vous m'en dire plus? Et bien évidemment, ne pas hésiter à employer des questions ouvertes, beaucoup moins que dans la phase d'ouverture, mais là encore, on peut y avoir recours, ça facilite l'expression des plaintes et ça aide l'engagement. Alors, je prends un exemple. La personne dit « Je me sens épuisé en permanence, je ne supporte plus cet état, tout me coûte, la vie est une corvée permanente. » Je suis désolé pour les fautes de frappe. Donc la plainte principale ici, c'est la fatigue, c'est un premier symptôme qui peut faire évoquer l'état dépressif majeur. Donc on peut choisir de rester sur les manifestations neurovégétatives et on va par exemple explorer, en plus de la fatigue, les troubles du sommeil. Cela est manifestement difficile et votre sommeil, eh bien mon sommeil c'est affreux, je n'arrive pas à m'endormir, je tourne dans mon lit pendant des heures, c'est sûrement pour cela que je suis ainsi épuisé. Donc là manifestement on a une expression d'un certain nombre de manifestations qui permettent de cocher un second symptôme qui est le trouble du sommeil. Je rappelle les symptômes neurovégétatifs, perte d'énergie, fatigue, troubles du sommeil, changement d'appétit et de poids. Alors, dans la classification, il n'y a pas les troubles de la libido, mais je pense qu'avec nombreux cliniciens et auteurs que les troubles de la libido, c'est vraiment quelque chose de très central pour les patients et pour leur entourage, et que même si ce n'est pas des critères indispensables au diagnostic d'état dépressif, dans le corps de l'entretien, il est à mon avis utile et souvent nécessaire de les aborder. Alors, on poursuit, et une fois endormi, c'est encore pire docteur, je me réveille au moins 4 ou 5 fois dans la nuit, et à 5 heures du matin, c'est fini, j'arrive plus à m'endormir. En effet, cela doit être très pénible. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Je me fais du souci, je rumine, je me lève pour ne pas laisser ces conneries me prendre le cerveau. Vous voulez dire que vous avez de mauvaises pensées? Donc là, on va explorer les idées suicidaires. À un moment, on peut le faire, on pourra le refaire ailleurs d'ailleurs. Non, ce truc, c'est pas pour moi, j'y pense même pas. Donc, explorer les troubles du sommeil, c'est comme la fatigue, c'est quelque chose de très important. Il faut les explorer de façon très exhaustive. Comme c'est une plainte fréquente et qui est
très très difficiles à vivre et qui perturbent grandement les patients, ben, ça permet de leur manifester un intérêt et de augmenter l'engagement. Et puis l'exploration des différents aspects du sommeil, ben, ça permettra de mettre en évidence des manifestations anxieuses par exemple, les idées suicidaires comme on l'a fait tout à l'heure. Donc ça va apporter de très nombreux éléments sémiologiques et puis aussi des éléments d'engagement et d'empathie. Donc on peut continuer en espérant après avoir exploré donc, le sommeil, la fatigue, les questions de l'appétit, du poids, les fonctions intellectuelles. Et votre appétit est-il aussi perturbé en ce moment? Mon appétit, j'en ai pas. Hein. Je me force la nourriture à un goût affreux. Enfin, si tant est qu'elle ait un goût. Hein. D'ailleurs, j'ai même plus le goût des choses. Donc là, on a un trouble de l'appétit. Donc vous pourrez soit effectivement explorer le poids, soit rebondir sur la question du goût, je ne suis pas psychanalyste, en explorant la question des données. Là, j'ai choisi d'explorer la perte de poids. On pourrait faire donc les choses de la façon suivante. Et vous avez perdu du poids. Ah ben, mais dans mes pantalons, je flotte dedans là. Combien avez-vous perdu à votre avis? Bon, j'avais de la marge, hein, docteur. Disons à peu près 5 kilos en quelques semaines, enfin je crois. Donc là, on a une perte de poids. Donc trouble de l'appétit et perte de poids. Donc on a repéré un autre symptôme. Et on va peut-être pouvoir, quand on est dans la perte de goût, continuer sur l'anédonie. Donc vous m'avez dit que l'appétit n'a plus de goût, d'autres choses sont sans saveur. Ah, tout est terne, docteur, hein, tout est terne. Hein. Vous savez, c'est affreux. Que voulez-vous dire? Eh bien, j'ai envie de rien du tout. Donc là, on est vraiment dans la question de l'anédonie, symptôme principal. Il y a plein de façons d'explorer l'anédonie en plus, hein, et puis en général, il faut faire référence aux activités qui donnent du plaisir aux personnes, et chaque personne a des activités très particulières et intimes de trouver du plaisir. Les questions suivantes, bon, il y en a plein, hein, il faut vous les approprier progressivement. Elles peuvent servir d'introduction efficace. Qu'aimez-vous faire pendant votre temps libre? Avez-vous des activités de loisirs? Aimez-vous regarder la télévision? Aimez-vous aller faire du sport? Aimez-vous faire des rencontres? Enfin, auparavant, il faut analyser et explorer ce qui procure du plaisir par la personne et c'est sa disparition ou surtout le fait que ça ne produit plus de plaisir qui caractérise l'anédonie. Souvent, j'utilise l'exploration de l'anédonie pour glisser la question sur la libido. On pourrait faire les choses de la façon suivante. Votre dépression perturbe vraiment l'ensemble de votre organisme. Pensez-vous aussi que cela ait des effets sur votre vie sexuelle ou pensez-vous que votre relation avec votre ami ou votre partenaire est affectée actuellement sur le plan sexuel? Vos besoins essentiels comme l'appétit ou le désir sont souvent diminués dans la dépression. Avez-vous remarqué cela? Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à explorer ce domaine. C'est un critère souvent négligé par les cliniciens, mais c'est un critère très important dans la vie des gens et un critère très important dans la vie des gens pour estimer qu'ils sont en bonne santé. Et puis, il ne faut pas négliger la question des conjoints, pouvoir ramener la question des troubles de la libido et la sexualité comme étant une manifestation potentielle et ou banale de la dépression, bah, c'est une fonction de réassurance pour le patient et pour leurs conjoints en général qui sont bien évidemment impactés par l'épisode dépressif caractérisé et qui sont aussi des éléments majeurs de changement. L'anédonie, on peut continuer à l'explorer une fois qu'on a exploré la libido, on va revenir dessus. Donc au cours de ces 2 dernières semaines, avez-vous eu envie de mener des activités plaisantes dont on a parlé tout à l'heure? Vos loisirs vous ont-ils moins intéressé? Quand cela a-t-il commencé? Pouvez-vous m'en dire plus? Vous voyez, c'est tout un certain nombre de questions dans lesquelles il faut rester sur des formulations assez ouvertes une fois qu'on a exploré de façon précise certains éléments. On va pouvoir, une fois qu'on a exploré l'anédonie, passer sur le meurtrier. Ce sont des choses qui vont assez bien ensemble et puis ça permettra donc de voir s'il y a un critère A ou un critère B, c'est-à-dire les 2 critères principaux. Et au cours des dernières semaines, comment était votre morale? Donc là, on va commencer à explorer l'humeur. Et je répète, l'humeur, elle va être triste. Vous allez vous sentir triste, faible, déprimé, sans espoir. Enfin, un certain nombre de questions. Vous allez vous les approprier. Vous êtes-vous senti malheureux? Tout vous semble gris. Les patients ne disent pas en général souvent qu'ils ont été malheureux. Souvent, ils disent que tout est gris, que la vie n'avait
voir qu'ils étaient comme dans un trou noir. C'est une humeur triste pathologique qui est permanente, hein, du soir au matin. On va pouvoir y associer l'exploration concomitante des manifestations émotionnelles qui vont travailler souvent avec, hein, c'est le sentiment de dévalorisation et de culpabilité, qui est assez difficile à repérer en clinique. Vous arrive-t-il de vous sentir nul, incapable? Comment vous estimez-vous en ce moment? Dans les états dépressifs dans lesquels le patient met en avant des éléments de contexte ou des éléments factuels déclenchants, on va avoir une part très importante de sentiment de culpabilité le plus souvent. Puis bien évidemment les questions du syndrome émotionnel, c'est la question du suicide, on en est déjà envisagé avant, mais on peut aussi le reprendre ici après avoir évalué l'humeur dépressive. Les idées suicides, je renvoie à tout ce qui a été dit sur les questions du suicide et la règle rude, risque, urgence et danger, qui est un élément capital et qu'il faudra évaluer à chaque entretien. Enfin, dernier élément à explorer, ce qu'on appelle les cognitions, les plaintes cognitives. Vous avez évoqué tout à l'heure des problèmes de concentration, pourriez-vous m'en dire plus? En fait, docteur, je ne fonctionne plus du tout comme avant, hein. Lire un livre, c'est un calvaire, faire mon courrier, tout cela, ça prend un temps, beaucoup plus de temps, c'est comme si j'avais rien dans la tête, j'oublie tout ce que j'ai appris, je crois. Je vous remercie pour les fautes d'orthographe qui sont ici, qui traduisent l'épuisement cognitif de celui qui vous fait l'exposé. Il y a plusieurs autres façons d'explorer les plaintes cognitives. Avez-vous remarqué un ralentissement de votre pensée? Est-il de plus en plus difficile de prendre des décisions? Avez-vous l'impression d'avoir des pensées décousues? Vous est-il difficile de tenir un raisonnement? Avez-vous du mal à suivre une conversation? Enfin, il y a toute une somme de questions que vous devez vous approprier qui viendront comme ça au cours de l'entretien qui vous permettront d'évaluer les plaintes cognitives, les cognitions étant une des manifestations, des 9 manifestations permettant le diagnostic d'état dépressif caractérisé. Voilà, les manifestations dépressives, donc on en a fait à peu près le tour, et il ne faut pas s'y arrêter. L'observation, c'est très important, c'est ce qui permettra de repérer un certain nombre d'éléments comme le ralentissement, qui va permettre aussi d'orienter vers des causes somatiques. Il faudra toujours faire un examen somatique. Et puis bien évidemment, une fois qu'on aura mis le doigt sur la question d'éléments orientant ou favorisant des diagnostics d'état dépressif majeur, il ne faudra pas oublier d'explorer les conduites addictives, tabac et alcool, hein, c'est vraiment des éléments capitaux, et puis aussi la recherche de symptômes maniaques et hypomaniaques, car comme vous le savez, les états dépressifs, les troubles de l'humeur se définissent en troubles dépressifs et troubles bipolaires, et si on a l'existence d'un état hypomaniaque, on n'a plus affaire à un état dépressif caractérisé simple, mais un trouble bipolaire. Les stratégies de traitement, là encore, elles seront différentes, et c'est surtout la question du recours à un normotypique. Voilà, j'espère avoir fait à peu près une petite synthèse de comment conduire l'entretien en s'en centrant sur l'idée des symptômes permettant un diagnostic d'état dépressif caractérisé. Il est bien évident qu'une fois qu'on a fait le tour de l'ensemble de cette question, l'entretien n'est pas terminé. Il faudra passer aux 2 dernières phases et à la conclusion et au projet partagé de soins avec la personne. Je n'insisterai jamais assez sur le fait qu'il faut lire et relire cet ouvrage qui, à mon sens, vous permet de progresser jour après jour dans la conduite de l'entretien en psychiatrie.